Nous sommes début 2026, au moment où je tourne cette vidéo, et où je m'apprête à en faire régulièrement. Et ma résolution pour cette année, c'est de remettre les pendules à l'heure. Car pour parler cash, j'en ai plein les bottes, et je suis poli, d'entendre de plus en plus de conneries dans la bouche des écolos. Du moins ceux qu'on entend dans les médias dominants. De les entendre à tout bout de champ, donner des leçons à la terre entière, d'être souvent dans la malveillance vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme eux. Et surtout, ne jamais balayer devant leur porte. Une certaine bien-pensance écologiste, parée de science qui n'est en réalité que du scientisme, exhorte à ne plus manger de viande, ni de poisson, à ne plus faire d'enfants, à limiter nos déplacements au strict nécessaire, ou encore à sanctuariser 30%, voire 50% de la surface de la Terre et des océans, et à punir sous une forme ou une autre les contrevenants à ces injonctions, en s'accommodant de plus en plus des restrictions toujours plus fortes de nos libertés fondamentales. Des restrictions qui puent le totalitarisme, avec d'autres dérives autoritaires et totalisantes de la sphère publique, comme l'éducation et la santé. Ce néo-malthusianisme pervers, rabaissant le genre humain à une espèce invasive qu'il faudrait réguler et isoler de la nature, en vidant de tout contenu social et culturel les graves problèmes écologiques de notre temps, et donc en ignorant les logiques propres aux groupes sociaux, les rapports entre eux et les évolutions réciproques entre la nature et la société, conduit non seulement à séparer ces dernières, mais aussi à séparer les citoyens et ces groupes sociaux en bons et mauvais élèves, pour que les premiers puissent, tant qu'à faire, exercer leur domination sur les seconds. Cette chronique dissidente, subversive et satirique, explore, pour proposer d'y remédier, l'état profonde qui marque un certain courant écolo, s'érigeant en chevalier blanc de la protection de la nature et de la raison, sans jamais interroger ses propres rapports au monde et à la réalité. Le projet sous-jacent est que la protection de la nature cesse d'être un champ de bataille entre parties prenantes opposées les unes aux autres, en renversant complètement une conception dépassée des rapports entre l'homme et la nature ayant conduit à l'impasse actuelle pour sortir des crises écologiques. Il ne s'agit pas pour autant de fabriquer du consensus façon développement durable. Il s'agit au contraire d'enclencher une rupture radicale dans nos façons de penser et de voir le monde. C'est-à-dire en s'attaquant aux racines psychologiques, sociologiques et métaphysiques de la perversion de nos rapports à la nature et aux autres êtres humains. En commençant par dépasser l'habitude de coller sur ceux qui ne pensent pas comme nous des étiquettes de bons ou de mauvais, de gentils ou de méchants, de bien ou de mal dans ce qu'ils font ou ne font pas. Et en cessant d'être en réaction et de les réduire à un rôle que leur attribuent nos conditionnements. Pour au contraire leur accorder notre attention active et découvrir qu'ils sont vraiment derrière le masque social qu'ils portent ou que souvent nous leur faisons porter. Accrochez-vous bien et bienvenue dans les champs fertiles de l'écologie sociale, de l'approche systémique, de la pensée complexe, au lieu de la pensée binaire, si fréquente, et de la connaissance de soi. Je pars donc en croisade contre tous ces prétendus chevaliers blancs de la protection de la nature. Pas pour calomnier qui que ce soit, même si je vais clairement citer des noms. Mais pour dénoncer des discours, des postures qui, à mon sens, sont totalement contre-productifs, en conduisant non pas à faire avancer concrètement la protection de la nature, mais au contraire à la faire reculer. Il existe de toute évidence un fossé énorme entre la compréhension, la prise de conscience des problèmes environnementaux et l'action. C'est le nœud du problème et le défi de notre époque. Et mon expérience me fait dire que ce n'est certainement pas en accusant tous ceux qui ne pensent pas comme les donneurs habituels de leçons de l'écologie, écologie entre guillemets, hein, car généralement ce n'est alors pas de science dont on parle, mais plutôt d'alterscience, c'est-à-dire de sciences altérées, instrumentalisées à des fins idéologiques. Et que ce n'est donc pas ainsi que ces donneurs de leçons vont faire avancer le schmilblick. C'est-à-dire en opposant toujours plus les gens entre eux, et donc en accroissant les fractures sociales. Comme si le régime politique actuel ne suffisait pas pour ça. Il serait donc temps de réfléchir sérieusement à induire le changement, non seulement au sens extérieur, c'est-à-dire en changeant les structures, en proposant de nouveaux processus, etc., mais aussi et surtout au niveau de la conscience, au niveau du changement d'état d'esprit de chacun, au niveau du passage d'une conscience centrée sur sa petite vérité personnelle. Je parle d'une conscience où l'attention d'une personne est compartimentée ou cloisonnée, impliquant que différents aspects de la réalité ou différentes informations sont traitées de manière isolée, sans interconnexion ou sans une vision d'ensemble.
Et donc, en passant d'une telle conscience en silo à celle d'une vision de la nature comme un socio-écosystème dans son ensemble, où la nature et l'humanité ne sont pas séparées. Alors vous allez me dire comment faire ça ensemble? Comment créer un terrain d'entraînement où l'on pourrait former de nouveaux comportements dans le contexte de relations avec tout acteur de la société, tout groupe social, considéré comme un possible compagnon de route, artisan lui-même du changement, plutôt que le considérer comme une sous-merde, un ennemi à abattre. Ce qui est la tendance croissante d'un mouvement de la protection de la nature qui se radicalise en fermant les yeux sur les problèmes et les dynamiques dans les parties de la société qui n'appartiennent pas à ce courant de la protection de la nature. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ces dernières parties prenantes n'en ont rien à foutre, comme le croient certains écolos. Et cet état d'esprit assez détestable, qui est le contraire de l'empathie, limite de facto les possibilités de coopération et d'avancer ensemble. Or, vous n'avez pas besoin de suivre comme des moutons tous ces donneurs de leçons, dont je vais décrire et décrypter les discours dans mes vidéos, pour agir concrètement pour la protection de la nature. Si vous les suivez, c'est que vous avez abandonné le contrôle de votre propre vie pour leur laisser le droit de décider de faire des choix à votre place. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions par vous-même et que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire ce qui est bien et ce qui est mal, entre guillemets, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça veut dire que vous avez besoin de ces gourous de l'écologie, comme certains ont besoin d'une religion pour savoir, encore une fois, ce qui est bien ou mal. Vous avez besoin de croire que l'État, l'Union européenne, ou ce que vous voulez, ne sont là que pour votre bien. En d'autres termes, vous renoncez à votre puissance personnelle, vous abdiquez, parce que vous n'êtes pas capable d'aller chercher en vous-même les réponses à vos questions. Bon, je suis pas en train de dire que les autorités et institutions politiques ou religieuses ne servent à rien ou sont forcément nuisibles. Je dis simplement que vous pouvez avoir votre propre opinion et prononcer votre propre verdict à propos de ce qui est bien ou ce qui est mal, sans vous référer à une autorité supérieure, quelle qu'elle soit. Vous avez un cerveau, j'imagine, pour réfléchir, et un cœur pour ressentir. Alors servez-vous-en, bon sang. Car si vous y réfléchissez bien, pour toutes les questions qui surgissent dans votre expérience humaine, y compris les plus délicates, avez-vous vraiment besoin d'un gourou pour y répondre? Et là, je ne parle pas de gourou au sens de maître dans les sagesses spirituelles orientales, mais plutôt au sens péjoratif du guide d'une secte vous manipulant. Et je peux vous garantir que des discours manipulatoires, il y en a un paquet dans la bouche des écolos, hein. En tout cas de certains. Et souvent parmi eux des gens qu'on voit ou on entend souvent dans les médias, trop souvent. Si je prends un cas extrême et que je vous demande si on peut tuer un autre être humain, avez-vous vraiment besoin de quelqu'un qui donnera la réponse à votre place? Peut-on justifier de tuer l'un de nos semblables? Les États sont-ils légitimes à envoyer des gens se faire tuer sur des champs de bataille? Y a-t-il une justification à tuer une personne dans la rue pour lui piquer son sac à main et le porte-monnaie qu'il contient? Peut-on admettre de tuer quelqu'un pour empêcher d'autres personnes d'être tuées par cette personne si on ne l'arrête pas autrement? Est-il raisonnable de tuer au nom d'un fanatisme religieux? Et vous-même, pourriez-vous tuer quelqu'un pour empêcher que votre enfant, votre conjoint ou vos parents soient tués par cette personne? Que répondez-vous à chacune de ces questions? Tuer signifie-t-il être forcément un meurtrier? Vous admettrez assez facilement, je pense, que vos réponses dépendent de l'adhésion que vous donnez ou pas aux droits d'un État, d'un groupe social, d'une personne quelconque ou de vous-même à tuer. Autre exemple, toujours sur ce sujet sensible de la justification ou pas de tuer, mais cette fois-ci des animaux. Avez-vous besoin d'une autorité écolo supérieure
ou d'un gourou antispéciste pour savoir s'il est justifiable de tuer des poulets élevés en batterie pour nourrir les gens de junk food? Avez-vous toujours besoin de quelqu'un qui décide à votre place pour savoir s'il est justifiable de tuer des poissons pour les retrouver sur les étals du poissonnier? Pour savoir s'il vaut mieux les pêcher un par un à la ligne, en combien de temps et pour combien de personnes? Ou par centaines ou milliers dans des engins beaucoup plus pêchants? En combien de temps, mais pour combien de consommateurs cette fois? Qu'il s'agisse de tuer des gens, des poulets ou des poissons, où est le bien et où est le mal? Existe-t-il des réponses universelles? Existe-t-il des vérités uniques? Et avez-vous le courage d'exprimer votre propre vérité sans vouloir l'imposer aux autres? Les donneurs de leçons de l'écologie vous imposent la leur et vous clouent au pilori ou vous ridiculisent si vous suivez votre vérité personnelle plutôt que la leur. Pareil pour les donneurs de leçons de la protection animale. Ils sont passés où depuis le début de l'été 2025? Après que plusieurs élevages bovins aient été touchés par des abattages massifs dans différentes régions françaises, justifiés officiellement par la présence de la dermatose nodulaire contagieuse bovine, une pathologie qui ne concerne pourtant dans chaque troupeau que quelques animaux déclarés malades, mais qui a conduit à l'élimination totale des troupeaux en suivant le plan gouvernemental d'éradication de la paysannerie française. D'éradication de cette maladie chez les bovins. C'est plutôt vache. Mais c'est pour sauver l'élevage français, bien entendu. Et puis après tout, l'État français ne fait que suivre les directives européennes. Là-haut, nos technocrates, ils savent bien ce qu'il faut faire. On peut leur faire confiance quand même. Vous pensez bien. C'est pour le bien commun. Et pour le bien commun, c'est tout à fait normal d'envoyer des blindés, des hélicoptères de combat et des troupes au sol pour arroser de lacrymo ou de LBD tous ces bouseux de paysans. Je dirais même ces terroristes de paysans. Alors je comprends qu'il n'ait pas été soutenu par les militants habituels de la cause animale. Puisque c'est pour le bien des troupeaux qu'on vous dit. Pour le bien des vaches, on les tue. Logique. Enfin, faut pas croire non plus les paysans quand ils disent que la majorité de leur troupeau n'est pas malade. Car contrairement aux apparences, ce n'est pas parce qu'une vache n'est pas malade qu'elle n'est pas malade. Je répète, ce n'est pas parce qu'une vache n'est pas malade qu'elle n'est pas malade. Eh oui, car en fait, ce sont toutes des malades en puissance, même si on ne le voit pas. Ça s'appelle... Attendez que je m'en souvienne. Ah oui, asymptomatique. Ça vous rappelle rien? Vous croyez être en pleine santé, mais en fait non, vous êtes malade. C'est la définition d'asymptomatique, c'est-à-dire un malade qui s'ignore. Ah le con! Et dans ce cas, faut vous euthanasier. Faut vous faire vacciner. C'est pas pareil. Qu'est-ce que je dis? Allez, je confonds tout. En tout cas, le concept est bien pratique pour mettre tout le monde, ou tout le troupeau, dans le même panier. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'il ne semble pas que cette histoire de vache ait beaucoup ému les écolos non plus. Hein. Ou alors après, je n'ai pas tout suivi. Comme tous ces faux culs d'élus qui ont fanfaronné après, avec leurs écharpes tricolores, pour soutenir les éleveurs, bien sûr. Mais bien loin des gaz lacrymogènes et des hordes de Robocop. Faut quand même pas déconner. Pourtant, je vous rappelle, les écolos, qu'on a eu la même situation avec le bouquetin. Une espèce protégée, soit dit en passant. Dans le massif du Bargy en Haute-Savoie, identifié comme réservoir sauvage de brucellose, faisant peser, nous dit-on, un risque de recontamination des troupeaux domestiques. Et comme une partie des animaux peut être infectée sans signe clinique, l'administration, dans sa mansuétude légendaire, a d'abord privilégié des mesures de réduction rapide du risque par abattage systématique des animaux. Pourquoi se gêner? Heureusement que les avis de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ont structuré une gestion plus adaptative, avec surveillance par capture, dépistage, retrait différencié des animaux testés positifs, etc., etc. Et surtout, la Cour administrative d'appel de Lyon
après que des associations de protection animale et de la nature aient une première fois été déboutées devant le tribunal administratif, a jugé que l'abattage indifférencié, sans dépistage préalable d'une espèce protégée comme le bouquetin, n'était vraiment pas la solution la plus satisfaisante, et a annulé en conséquence le nouvel arrêté attaqué sur ce point. Et depuis, on est dans un bras de fer récurrent entre gestion du risque, pour protéger les cheptels domestiques qui pourraient être en contact avec les bouquetins, et exigence de proportionnalité, avec priorité au dépistage et tir ciblé plutôt qu'abattage à l'aveugle. Dans les deux cas, les bovins avec la dermatose nodulaire et les bouquetins avec la brucellose, on est dans la même logique totalisante, pour ne pas dire totalitaire, de l'État, en voulant flinguer tout le monde. Enfin, tous les cheptels concernés. Ça devrait plutôt inciter les écolos à être aujourd'hui solidaires des éleveurs de bovins. Bah, ça n'a pas l'air, hein. À croire que l'élevage français, fût-il artisanal, ça ne concerne pas les écolos. Que les systèmes pâturés, ça n'a rien à voir avec l'écologie. Pourtant, les systèmes pâturés de production de viande bovine ne pourraient-ils pas, au moins un peu, contribuer à entretenir le microbiome du sol, à structurer le paysage, à enrichir la biodiversité? Pensez par exemple à tous les insectes coprophages qu'on trouve dans les bousses de vache, ou encore à capturer du carbone. Quoi qu'il faille se méfier des vaches. Ces saloperies de bestioles émettent quand même des gaz à effet de serre, et contribuent par conséquent au changement climatique. Ça craint. Ben ouais, elles rôdent du méthane, ces salopes. C'est criminel. On se demande comment elles ont été élevées. Entre nous, l'État fait bien de les flinguer. Bon, et pas la peine non plus de parler de la transformation de ressources herbagères non comestibles par l'homme en aliments à haute valeur nutritionnelle et à leur contribution économique au maintien de la vitalité des zones rurales. C'est le dernier des soucis de nombre d'écolos apparemment. Même s'ils vont vous dire le contraire. Pas tous, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Vous en faites partie? Et puis, bon, ouais, on va quand même pas chialer parce que des éleveurs se retrouvent ruinés, avec des années de travail, parfois une vie entière, réduite à néant. Ou se retrouvant comme jeunes agriculteurs avec des emprunts énormes qu'ils ne pourront donc jamais rembourser. Et humiliés par-dessus le marché, face à des décisions imposées d'en haut, sans dialogue. Mais c'est pour le bien commun qu'on vous dit. Et tant pis pour ceux que cela aura conduit au suicide. Faut bien crever un jour de toute façon. Après, faut être clair. Je n'y suis absolument pour rien dans cette affaire. Ouais, je dis ça pour ceux qui penseraient, parce que je m'appelle Moreau, que c'est moi qui ai lancé le mot d'ordre « mort aux vaches », hein, et que je tremperai dans cette gabegie. Parce que, franchement, la bidoche, c'est pas mon truc. Et que je ne suis pas non plus un fan des produits laitiers. Et qu'en tant que consommateur, ce n'est clairement pas moi qui suis un soutien économique de la filière bovine. Mais de là à crier mort aux vaches, faudrait pas délirer. Je ne souhaite la mort de personne. Pas même des ordures qui nous dirigent. Ni bien sûr des écolos, dont je fais partie, puisque je baigne dans ce milieu depuis mon adolescence. Et donc, à bien vous connaître, faut être honnête, qu'est-ce que vous en avez à foutre que l'agriculture française, la pêche française ou toute autre activité de transformation des ressources naturelles finisse par disparaître? Entre nous, ça vous arrange bien. Et là, je ne parle pas des écologues, comme je le suis moi-même, dont beaucoup travaillent justement avec les professions agricoles, de la pêche, de la sylviculture, etc., pour rechercher le meilleur équilibre possible entre les objectifs de production et les objectifs de conservation. Je parle de tous ceux qui se réclament de l'écologie, entre guillemets, mais qui savent tout juste reconnaître un poulet d'un lapin, ou une chèvre d'une brebis, qui sont très forts pour parler bilan carbone, mais qui n'ont aucune connaissance des fonctionnements des socio-écosystèmes et des cycles de la nature. Parce que, pour ces gens-là, désolé si vous vous sentez visé, mais bouffer de la viande française ou des produits de la mer pêchés en France, ou au contraire bouffer du mouton néo-zélandais, du bœuf argentin ou brésilien,
ou, je sais pas moi, des crevettes tropicales venant d'Asie, pour peu que ces produits importés soient moins chers que les produits équivalents français, où est le problème? Ça fait toujours du bien au porte-monnaie. Et entre nous, en ces temps où on se fait saigner à tout bout de champ par l'État, faut bien reconnaître que si on peut faire quelques petites économies, c'est bon à prendre. Je comprends ça. Et tant pis pour les paysans ou les marins-pêcheurs. Après nous le déluge. Quant au bilan carbone pour des produits importés depuis des milliers de kilomètres, ou la qualité nutritionnelle, pour une fois, on va quand même pas en faire tout un plat. Mais si vous y réfléchissez bien, avez-vous besoin qu'on vous dise quoi faire à votre place pour ce genre de sujet? Dit autrement, êtes-vous capable de penser tout seul ou toute seule? Faire des choix par vous-même, sans vous référer à un gourou de l'écologie ou de la protection animale? Car ce qui pue dans l'histoire, c'est que par lâcheté et conformisme, vous faites allégeance à un État de plus en plus autoritaire ou à une Europe déjà totalitaire, sauf quand ça gêne vos propres intérêts. Quand des contraintes, toujours de plus en plus fortes, pèsent sur l'agriculture, la pêche ou toute autre activité que vous avez pour cible, vous êtes très forts les écolos pour évoquer le bien commun. Ou plutôt une certaine vision étroite du bien commun, soi-disant pour sauver entre guillemets la planète. Ah, la bonne blague. Mais que des pans entiers de la société en crèvent, vous vous en tapez bien le coquillard. Car vous prenez vous-même le chemin de cet autoritarisme, de ce totalitarisme, en suivant bêtement ces gourous de l'écologie ou de la protection animale, sans voir les dérives vers lesquelles cela conduit, et qui nous conduisent tous, plus sûrement, vers un effondrement total des valeurs et du sens du vivre ensemble que vos prétendus pronostics de fin du monde. Parce que vous n'avez toujours pas compris que pour... Ah bah bravo. Coupé net. Juste au moment où vous alliez peut-être enfin apprendre un truc vaguement utile. Même moi, je sais plus ce que c'était. C'est dire si c'était important. Bon, bah, par conséquent, si vous tenez absolument à savoir ce que j'allais révéler, et franchement, je me demande dans quel but, il suffit d'aller voir la suite, sans interruption pub, sur mon site animen.fr. Oui, celui qui s'affiche juste là, sous la vidéo, avec le lien en description. Prenez le titre, la petite référence numérotée, et allez fouiller sur la page dans le bandeau sous la vidéo mise en avant. En faisant gaffe à ne pas prendre la bande-annonce pour la vidéo complète. C'est pas sorcier. Même pour ceux qui pensent qu'un onglet tri-sélectif va bientôt apparaître sur YouTube pour recycler des vidéos comme celle-ci. Après, si tout ce que je vous raconte vous gonfle, bah, n'y allez pas. Mais alors, expliquez-moi pourquoi vous avez tenu jusque-là. Mystère insondable du cerveau humain. Faut que je demande à Alain. Lui, il a toujours une théorie neuroscientifique pour tout. En attendant, surtout ne partagez pas cette vidéo. On ne voudrait pas qu'elle soit mieux référencée et qu'elle serve à, horreur absolue, diffuser un peu d'éducation populaire sur la protection de la nature à vos amis et à vos proches. Ne la commentez pas non plus. Sauf peut-être pour conseiller à ceux qui vous liront d'aller regarder ma vidéo directement sur animen.fr pour ne pas être frustré de se faire couper, comme vous et moi à l'instant, en plein milieu de celle-ci. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Juste pour vous, histoire de dire. Quant à le recommander aux autres, faut pas pousser non plus. Et si la plateforme sur laquelle vous êtes ne vous laisse pas cliquer sur s'abonner, parce qu'après tout, pourquoi faciliter la vie des gens, hein, passez par ma newsletter, là encore sur animen.fr. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos. Et quelques autres réjouissances au passage. Bon, on en était où? Ah oui, vous étiez sur le point de devenir un peu plus intelligent. Mais rassurez-vous, ça va vite passer. Mais non, je déconne. Allez, on se retrouve sur mon site internet. C'est un peu comme si vous veniez chez moi. Sauf que j'ai pas à vous payer à bouffer. Ciao!